J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme par la même occasion, puisque nous sommes toujours à la veille, nous sommes toujours pendant l'Aïd al-Fitr 2025, nous célébrons toujours le deuxième jour, là en ce moment, au moment où je vous parle, le deuxième jour de la fête de l'Aïd al-Fitr, et qui dure traditionnellement 2, 3, 4 jours minimum, voire une semaine, dans certaines régions de l'Algérie où la fête est toujours prolongée. Et ce n'est pas un mal, au contraire, c'est quelque chose dont nous nous réjouissons et nous espérons un jour que cette fête aura tout son sens dans un pays libéré de tous ces problèmes politiques et économiques qui malheureusement procurent du malheur à de très nombreuses Algériennes et de très nombreux Algériens. Mais bon, aujourd'hui, je pense que l'heure du bilan a sonné. 8 mois de crise avec la France, enfin des perspectives prometteuses de réconciliation. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron se sont parlé le 31 mars 2025 à l'occasion de l'Aïd al-Fitr pour décider ensemble de tracer une feuille de route qui va aboutir à une réconciliation définitive, en tout cas définitive, je ne sais pas, mais à une réconciliation effective entre les deux pays, en espérant que les deux pays, les deux États vont tirer les leçons de cette crise pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour ne pas revivre ou pour ne pas faire subir ou ne pas infliger aux populations des deux pays les souffrances et les douleurs de ce que nous avons subi pendant 8 mois. La crise avec la France, la crise entre la France et l'Algérie a duré 8 mois exactement. Une crise qui a blessé de nombreux Français comme de nombreux Algériens, qui a remué le couteau dans la plaie, qui a soulevé, qui a suscité beaucoup d'émotions, parce que la relation entre l'Algérie et la France n'est pas n'importe quelle relation, c'est une relation intime, c'est une relation familiale, c'est une relation émotionnelle, c'est une relation psychologique, c'est une relation historique, c'est une relation mémoriale, c'est une relation familiale. Il y a des millions de franco-algériens et plus d'un siècle et demi d'histoire, pratiquement 2 siècles d'histoire commune entre les deux pays. L'Algérie n'est pas n'importe quel pays pour la France n'est pas n'importe quel pays pour l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et la France n'ont rien à voir avec les relations entre l'Algérie et le Maroc, ou l'Algérie avec la Tunisie, ou l'Algérie avec les Émirats, ou l'Algérie avec l'Italie, ou l'Algérie avec l'Espagne, ou avec n'importe quel autre pays dans le monde. La même chose, l'inverse est totalement vrai. La relation entre la France et l'Algérie pour la France n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni quoi que ce soit. C'est, encore une fois, une relation avec une partie intime de l'histoire de la mémoire de la France. Maintenant, le bilan s'impose. La réconciliation a été les bases. On ne va pas se hâter, on ne va pas se précipiter, on ne va pas être trop optimiste. Les deux présidents ont convenu, on a raconté nous tout à l'heure dans une première émission, ce qui s'est passé dans les coulisses. 1 mois d'échange, tout le mois de mars, des négociations informelles, ensuite des négociations secrètes mais formelles, qui ont abouti à cet échange téléphonique de plus d'1 heure, qui a abouti donc à une feuille de route. Cette feuille de route doit être maintenant validée, mise en place à partir du 6 avril prochain, dans 6 jours, avec la visite du chef de la diplomatie française. Mais quand même, un bilan s'impose. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette crise, notamment du côté algérien? Parce que bon, nous, les Algériens, les Français devront faire eux-mêmes l'examen de leur conscience et leur profond examen. Mais est-ce que le régime algérien ou le pouvoir algérien ou l'État algérien a gagné quoi que ce soit dans cette crise? Et quelles sont les contreparties qui ont été avancées par la France en échange d'une réconciliation avec l'Algérie? Et quelles sont les contreparties obtenues par la France aussi en échange d'une normalisation de ses relations avec l'Algérie? Force est de constater, un premier constat, que on va commencer par les points positifs. Enfin, pas par les points positifs, mais par les points négatifs. On va commencer d'abord par la réalité. Et la vérité. La vérité est quoi? C'est que le problème entre l'Algérie et la France a commencé le 30 juillet 2024. On a tendance à l'oublier. Il y a beaucoup d'esprits malhonnêtes et de personnes malhonnêtes qui veulent absolument nous faire oublier la vérité. C'est que le problème entre l'Algérie et la France, ce n'est pas Bruno Retailleau, ce n'est pas la question des influenceurs, ce n'est pas Boualem Sansal, ce n'est pas les migrants algériens en profil dangereux, ce n'est pas les raisons du pouvoir algérien en France, c'est d'abord le Maroc et le Sahara occidental. C'est le Maroc et le Sahara occidental qui ont été à l'origine du problème franco-algérien ou algéro-français. Le régime algérien est celui qui a commencé le premier les hostilités. Ce sont les autorités algériennes, par le biais d'Abdelmadjid Tebboune, qui ont commencé les premiers à remettre en cause radicalement le fonctionnement des relations franco-algériennes. À partir du moment où Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental,
Est-ce que c'est bon là? À vos souhaits, à vos amours. Dès que Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les autorités algériennes ont changé totalement de cap vis-à-vis de la France en adoptant une agressivité, une hostilité sans précédent. C'est l'Algérie qui a retiré la première fois son ambassadeur. 30 juillet 2024. C'est l'Algérie qui a dénoncé le 25 juillet 2024 que la reconnaissance, les démarches qui allaient être entreprises par les autorités françaises pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Maroc et le Sahara occidental a été l'élément de discorde, la pomme de discorde, l'élément déclencheur de la crise unilatérale. La crise au départ, elle était unilatérale. C'est le pouvoir algérien qui l'a enclenchée. De juillet jusqu'au 16 novembre, jusqu'à la date de l'arrestation de Boualem Sansal. La France n'a pas réagi, il n'y a pas eu de problème, la France a laissé faire, et elle a dit, on espère, on verra, peut-être que les dirigeants algériens vont se calmer, ils vont digérer cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, et qu'ils vont revenir autour de la table de négociation pour une normalisation des relations. Le 16 novembre, l'affaire Boualem Sansal, ensuite tout ce qui a suivi, l'affaire du complot du DGSE, le 7 décembre, les insultes gravissimes, colportées, on l'oublie les faits. La France macronito-sioniste. C'était le 22 novembre 2024, quand le gouvernement algérien, via l'APS, a reconnu l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement, et il a traité la France d'agent du sionisme, avec une insulte directe contre Macron et son entourage, contre les autorités françaises, la France macrono-sioniste, macronito-sioniste plutôt, et des déclarations extrêmement hostiles à la France, hostiles à la classe des politiques et intellectuelles françaises. On parle de lobby sioniste, de lobby pro-marocain, de lobby anti-algérien, nostalgique l'APS avait même critiqué Emmanuel Macron son attitude à Haïti, etc. C'est-à-dire, il y a eu, au départ, une extrême agressivité de la part du régime algérien. Les autorités françaises ont commencé à être agressives qu'à partir du début de l'année 2025, avec un Bruno Retailleau qui monte en puissance et qui a instrumentalisé le conflit diplomatique avec l'Algérie pour ses propres besoins politiques et politiciens, et pour se positionner en prévision des élections présidentielles françaises de 2027, et il a surfé sur la problématique des problèmes, le conflit diplomatique avec l'Algérie pour sortir des nouvelles cartes et affaiblir le régime algérien et entamer un bras de fer avec le régime. Ça n'a commencé qu'à partir de l'année, que début 2025 avec la crise des influenceurs. Ensuite, on est passé par la crise des migrants au profit dangereux que la France veut expulser, les laissez-passer consulaires, ensuite les réseaux des lobbies du pouvoir algérien en France, ensuite la réponse graduée et les sanctions adoptées par Bruno Retailleau et son ministère contre les dirigeants algériens et les relais du pouvoir algérien en France. Mais la première phase, c'était que le Maroc et le Sahara occidental. Force est de constater que sur le dossier du Maroc et du Sahara occidental, Abdelmajid Tebboune n'a rien obtenu de la part d'Emmanuel Macron. N'a strictement rien obtenu. Alors, les partisans, les amis, les proches, ou les personnes qui sont plus ou moins complaisantes, ou qui ont défendu, qui ont été plus ou moins complaisantes avec le pouvoir algérien, ou qui ont cru bien faire pour défendre la voix de l'Algérie ici en France, ont noté que dans le communiqué conjoint, il y a une référence à la légalité internationale et à la Charte des Nations Unies, et que cette référence serait une concession de la part de la France vis-à-vis de l'Algérie de Tebboune concernant la question du Sahara occidental. Que dit ce passage? Le passage du communiqué conjoint. Il dit que les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant la France et l'Algérie, les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs des deux pays, les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontées, exigeaient le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires, qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan, et qui sont attachés à la légalité internationale, ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Ce passage, est-ce que c'est une concession de la part de la France à l'Algérie concernant le Maroc et le Sahara occidental? Aucunement.
aucunement. La France, je rappelle, que le 30 juillet 2024, dans la lettre d'Emmanuel Macron qu'il avait adressée à Mohamed VI, pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la Sahara occidentale, la France s'est appuyée aussi sur la légalité internationale. Je vous donne un passage de la lettre de Macron à Mohamed VI, 30 juillet 2024. Pour la France, la France entend agir en cohérence avec cette position, à titre national et au niveau international. Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France aussi s'est appuyée sur les résolutions du Conseil de sécurité et sur les Nations Unies pour dire que je défends la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il faut savoir que la légalité internationale dont parlent les dirigeants algériens et leurs partisans, elle ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant. L'ONU n'a pas tranché. L'ONU, elle dit que c'est un territoire qui est disputé, qui est non autonome, et dont le statut juridique n'est pas encore clarifié, et qu'il faut un référendum d'autodétermination pour demander aux Sahraouis, aux habitants de ce territoire, est-ce qu'ils veulent rester avec le Maroc, ils veulent prendre l'indépendance. Voilà ce que dit l'ONU. Elle ne dit pas qu'il faut l'indépendance à tout prix. La France aussi, elle s'est appuyée sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que l'ONU, elle a deux propositions. La proposition du Maroc qui veut l'autonomie, qui propose l'autonomie, et la proposition du Fonds de Polisario qui veut l'autodétermination. Mais l'ONU a reçu aussi la proposition du Maroc. Et la France, elle est dans le cadre de l'ONU. Elle dit que conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, je soutiens le plan d'autonomie du Maroc, qui me semble plus adapté que l'indépendance du Sahara occidental. Mais l'ONU, en aucun cas, elle n'a pas pris position ni contre le Maroc, ni en faveur du Maroc, ni contre l'Algérie, ni en faveur de l'Algérie. Les pays qui soutiennent radicalement l'indépendance du Sahara occidental, comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, Cuba, le Venezuela, sont de plus en plus minoritaires. Donc, cette mention dans le communiqué conjoint entre Tebboune et Macron concernant la légalité internationale n'est pas du tout une concession de la part de la France à Abdelmadjid Tebboune et aux dirigeants algériens. D'autres sources affirment que cette mention a été précisée parce que Emmanuel Macron a promis à Abdelmadjid Tebboune de ne plus envoyer des délégations officielles gouvernementales algériennes au Sahara occidental. Ça reste à confirmer, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas pu confirmer cette information. On verra dans les jours à venir. 2 responsables français sont déjà partis au Sahara occidental. Rachida Dati, ministre du gouvernement. Le président du Sénat français, l'ambassadeur de France était déjà parti au Sahara occidental et des installations consulaires dans des alliances culturelles et des centres culturels de l'État français seront ouverts au Sahara occidental. Est-ce que plus tard, il n'y aura plus aucun responsable français qui va partir au Sahara occidental? On le verra. En tout cas, il n'y a pas eu de concession de la part de la France concernant l'origine de la crise entre l'Algérie et la France. L'origine, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas Bruno Retailleau, ce n'est pas la crise des migrants, ce n'est pas la crise des influenceurs, ce n'est pas Boualem Sansal. L'origine, c'est le Maroc et le Sahara occidental, qui ne figurent aucunement dans ce texte. L'Algérie aurait pu demander, dans le cadre de ces négociations avec Emmanuel Macron, de dire non, le problème, nous voulons que la France s'engage à rééquilibrer ses rapports entre le Maroc et l'Algérie et qu'elle soutienne ou qu'elle reconnaisse la légitimité des revendications de l'Algérie ou la légitimité du soutien que l'Algérie accorde à l'option du Sahara occidental et de son indépendance. Rien, aucune mention du Maroc du Sahara occidental. Donc sur ce dossier, Abdelmadjid Tebboune et le pouvoir algérien ont totalement reculé, comme c'est avec l'Espagne. La leçon qu'on devrait tirer, c'est que nous avons eu 2 crises graves avec 2 partenaires importants qui sont l'Espagne et la France, des partenaires politiques, des partenaires économiques importants, et 2 ans, avec la France ça a duré 8 mois, avec l'Espagne ça a duré 2 ans, et les 2 pays n'ont fait aucune concession concernant le Sahara occidental et le Maroc. Les 2 pays qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ont maintenu cette décision, ont maintenu ce cas. Donc l'Algérie a provoqué des crises de façon totalement inutile. Et la grande leçon de cette crise avec la France, comme la crise de l'Algérie avec l'Espagne, c'est que l'Algérie ne peut pas avoir le luxe, ni se permettre le luxe, de continuer, de se bagarrer, de se disputer, de se quereller ou de se disputer ou d'enclencher des crises avec des pays qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Sahara occidental ou qui veulent reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce n'est plus utile.
cette doctrine de faire du Sahara occidental une cause sacrée en Algérie, il faut vraiment en enclencher un débat serein. Est-ce que cette doctrine est toujours utile? Est-ce que le Sahara occidental est une véritable cause nationale? Est-ce qu'elle doit rester une cause sacrée? On en parlera plus tard, sereinement, parce que ce problème, malheureusement, on n'arrive plus à débattre de ce problème sans qu'on soit accusé d'être pro-marocain ou d'être traître. Je peux aimer l'Algérie, je peux mourir pour mon pays, mais sans autant mourir pour le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est pas mon pays c'est l'Algérie. Allez, le Sahara occidental doit rester une cause sacrée. On en parlera plus tard. Je note que dans le cadre de cette réconciliation, rien n'a été obtenu par le pouvoir algérien concernant, encore une fois, le motif principal de la crise avec la France, qui est le Maroc et le Sahara occidental. Un point positif, par contre, pour le pouvoir algérien, c'est que Bruno Retailleau, il a été mis à l'écart. Le communiqué conjoint parle de la visite de Jean-Noël Barrot, de la coopération judiciaire, de la coopération sécuritaire, de la coopération pour l'immigration, mais Bruno Retailleau n'a pas été cité, alors que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, va venir à Alger. Gérald Darmanin, les deux chefs d'État ont acté la visite prochaine à Alger du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, mais Bruno Retailleau n'a pas été cité. L'Algérie n'en veut pas, et elle a réussi à convaincre l'État français, à imposer à l'État français que Bruno Retailleau soit mis à l'écart de la relation France-Algérie. Et pourtant, ça va être très difficile d'ignorer Bruno Retailleau, puisque si l'Algérie s'engage à reprendre les migrants dangereux, qui sont jugés expulsables par les autorités françaises, et pour le dossier des laissez-passer consulaires, et pour le dossier des ressortissants français et des ressortissants algériens placés dans des centres de rétention administrative en France, ou les citoyens algériens condamnés à la prison en France et qui doivent être expulsés par les autorités françaises, c'est le ministère intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur français qui doit traiter avec l'Algérie. Donc, est-ce que l'État algérien va ignorer Bruno Retailleau? Et jusqu'à quand? Peut-être que les préfectures vont travailler directement avec les consulats et que le ministère de l'Intérieur algérien va refuser de correspondre avec le ministère de l'Intérieur français. C'est possible. En tout cas, Bruno Retailleau a été mis à l'écart. Oui, Tebboune et le régime Tebboune ont réussi à mettre à l'écart Bruno Retailleau. Il ne viendra pas à Alger et l'Algérie ne lui déroulera pas de tapis rouge et elle refuse de le considérer comme un interlocuteur légitime représentant les intérêts de la France. Ça, c'est une victoire. Mais c'est une petite victoire parce que Bruno Retailleau est toujours au pouvoir. Bruno Retailleau n'a pas démissionné. Emmanuel Macron n'a pas chassé Bruno Retailleau du pouvoir. Il ne l'a pas mis à l'écart, il l'a mis à l'écart du dossier algérien, mais il l'a pas mis à l'écart de la vie politique française. Donc Bruno Retailleau reste là. Et le régime algérien qui a enclenché qui a fait un bras de fer depuis le début de l'année 2025 jusqu'à l'Aïd, jusqu'au 31 mars, dans l'espoir d'isoler Bruno Retailleau, de l'affaiblir et de provoquer sa chute, n'a pas réussi. Il a réussi à le mettre à l'écart, mais il n'a pas réussi à provoquer sa chute. Maintenant, et ça c'est une autre émission qu'on devra faire plus tard, est-ce que Bruno Retailleau et Emmanuel Macron étaient vraiment divisés concernant le dossier algérien? Ça, c'est la prochaine émission que nous allons faire. Parce que là, on fait le bilan. Finalement, le bilan, qu'est-ce que l'Algérie a gagné? Enfin, qu'est-ce que les autorités algériennes ont gagné? Parce que l'Algérie, en tant que peuple, en tant que nation, ne voulait pas de cette crise inutile. Elle était une crise inutile. La preuve que cette crise était inutile. Qu'est-ce que l'Algérie a obtenu? Rien de la part de la France. Rien. Mis à part la relance de la commission mixte des historiens, la restitution des restes humains et l'accélération des travaux de la commission de Benjamin Stora, qui va donc certainement aboutir à des reconnaissances supplémentaires de la France de certains de ses crimes sur le sol français, sur le sol algérien, des crimes perpétrés lors de la période terrible de la colonisation française, mais la France avait déjà reconnu sa responsabilité pour Ali Boumendjil, pour l'Arabie Ben Mehdi, sur le plan de la mémoire et concernant le dossier et concernant la mise à l'écart de Bruno Retailleau, des petites victoires sont à mettre à l'actif de l'État algérien ou du pouvoir algérien ou de l'Abdelmajid Tebboune. Mais sur tout le reste, une reculade totale. Une reculade totale. Bruno Retailleau n'a pas été poussé à la démission, n'a pas chuté, et le Sahara occidental et le Maroc, le régime algérien n'a rien obtenu. Est-ce que c'est une défaite ou un match nul? Les pessimistes diront, enfin les pessimistes, les opposants au pouvoir algérien vont dire que c'est une défaite totale du régime Tebboune, qui n'a absolument rien obtenu, qu'il a reculé, qu'il a fait une concession totale à la France, parce que la France va réobtenir les laissez-passer consulaires, la relance de la coopération sécuritaire, la relance de la coopération judiciaire, et sans faire et sans remettre en cause sa politique amicale et sa reconnaissance à l'égard du Maroc, ou sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Les opposants vont dire que c'est une défaite totale. Les partisans du pouvoir algérien vont dire à la limite c'est un match nul. La France a gagné, l'Algérie a gagné, c'est un match nul. L'Algérie a au moins obtenu
Elle va obtenir des reconnaissances importantes des crimes coloniaux de la France dans le passé entre 1830 et 1962. Et Bruno Retailleau est mis à l'écart. Match nul. À vous de choisir. Match nul ou une défaite. En tout cas, pas une victoire. Aucune victoire. Si on veut être dur, si on veut être sévère et réaliste, je dirais que les opposants algériens ont raison. C'est une défaite. Si on veut mettre du baume et envelopper la chose avec être diplomate et mettre un peu de l'huile, on est en plein Eid. Si on veut mettre un peu de baklawa, un peu de gâteau, un peu de cherek, un peu de griouche, on va dire c'est un match nul. Dans le meilleur des cas, c'est un match nul. Mais aucune victoire n'a été enregistrée par les autorités algériennes dans cette crise qui fait encore une fois inutile, totalement inutile.